Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de radio ici et maintenant. Comme promis, nous sommes de retour pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Corinne Lamy, une personnalité que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre sur notre antenne, dont j'ai eu le privilège de recevoir précédemment en tant qu'invitée. Je vous rappelle tout simplement que Corinne Lamy occupe le poste de présidente au sein d'une association de parents d'élèves. Elle est assesseure au tribunal pour enfants, membre du jury national au Parlement des enfants et vice-présidente de la commission éducation, laïcité et mesures de responsabilisation. Alors, lors de nos précédentes discussions avec Corinne, nous avons abordé divers sujets liés à l'enfance, à l'éducation, ainsi qu'au rôle des parents d'élèves. Aujourd'hui, Corinne m'accompagne en tant qu'animatrice et reçoit un invité de renom. En effet, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un invité de marque que vous connaissez très certainement. Il s'agit de Thierry Beccaro. Alors notre invité, Monsieur Beccaro, est en effet familier au monde de la radio car il a amorcé sa carrière dans ce domaine. Souvent associé à l'émission Motus, que nous avons tous eu le plaisir de suivre sur France 2, il possède un parcours riche et passionnant. Nous sommes donc enchantés de le recevoir aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant afin d'explorer d'autres facettes de sa vie qui nous sont peut-être encore inconnues, mais qui s'avèrent particulièrement captivantes. Thierry Beccaro est également un auteur ayant publié des ouvrages sur lesquels nous aurons le plaisir de discuter au cours de cette émission. Corinne, bonjour et bonjour Thierry. Bonjour Morgane, quel joli prénom, bonjour Corinne. Bonjour. Alors il y a une fée Morgane, je ne sais pas s'il y a une fée Corinne, mais quelque part, il y a peut-être que comme je parle souvent dans mes ouvrages ou dans ma vie, je parle souvent des anges gardiens. Il faut rappeler comment on s'est rencontrés avec Corinne. Voilà, je sortais d'un restaurant et je croise une femme qui m'aborde et qui me dit juste cette phrase: continuez ce que vous faites, c'est formidable. Et puis, chacun a continué son chemin. Et puis, il se trouve que quelques mois plus tard, Corinne avait quelques soucis avec une de ses jambes, une de ses chevilles, et on s'est retrouvés chez le même docteur. Ah non, c'est incroyable. Ça, voilà, ça fait partie des belles histoires. Et quand j'entends ici et maintenant, ce sont deux mots que j'essaye le plus possible d'appliquer, parce que je fais partie des personnes qui ont vécu certaines maltraitances, une vie bousculée, et ces personnes-là, elles ont du mal à vivre le ici et maintenant. Elles ont tendance souvent à vivre un peu dans le passé, entre hier et qu'est-ce que va être demain. Si on pense qu'à hier et si on pense qu'à demain, on oublie de penser à aujourd'hui. C'est pas mal ça, Corinne. C'est parfait, Thierry. Et tu as oublié d'indiquer qu'en fait, tu m'as aidé à régler ma béquille. Donc tu as été ma béquille pour mon entorse, qui est aujourd'hui heureusement guérie. Donc merci beaucoup à toi d'avoir accepté effectivement ce rendez-vous pour pouvoir échanger sur un sujet qui me tient énormément à cœur, évidemment l'enfance en danger. Je te disais en préambule que moi je ne souhaitais pas forcément que nous fassions à peu près le même genre d'entretien. Ce que je veux, c'est toujours revenir sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est effectivement ne pas se taire. Ne pas se taire devant ces faits sociétaux qui coûtent cher à la société, mais qui coûtent surtout énormément cher à ces enfants qui sont blessés et qui ont une vie, j'ai le mot esquinté qui me vient à l'esprit, mais qui ont une vie qui peut être abîmée totalement par ces blessures qu'ils subissent dès la plus tendre enfance pour certains et qui les marqueront à vie. Et c'est pour cette raison qu'en parler, c'est la meilleure des façons et la meilleure des manières pour que effectivement ce sujet ne soit plus tu. Alors, quelque part, j'aime beaucoup parce que souvent dans ton livre, tu parles de jeu avec le mot jeu. Enfin, tu fais beaucoup de jeux de mots avec ce jeu. Oui, c'est-à-dire pour que le jeu existe, c'est-à-dire que pour que l'être s'autorise le droit d'exister dans toute sa plénitude, dans tout ce qu'il est,
le plein de ce qu'il est et de ce qu'il aurait pu être sans ses blessures et sans quelquefois c'est des égratignures, ça peut se guérir, et puis quelquefois ce sont des fractures à vie qui ne se réparent pas. Alors je vais compléter ce préambule. Je dis souvent, quand je me rends à des rendez-vous comme celui que nous avons aujourd'hui, je dis que tous ces enfants qui ont grandi, qui sont passés par ces traumatismes, par la maltraitance, quelle qu'elle soit, physique ou psychologique, je nous considère comme des puzzles. Et je dis, pour faire sourire, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas mal reconstitué. Il doit manquer 2-3 pièces. Voilà, c'est ça qui est important. C'est de ne pas oublier, et c'est ce que tu disais il y a quelques instants, voilà, c'est que nous sommes des puzzles. Alors on essaie de se reconstituer le mieux possible, mais il manquera toujours une petite pièce ici, une pièce du puzzle, une pièce là. Voilà, c'est ça qui nous empêchera d'être totalement serein, de vivre une vie pleinement apaisée, parce que on a ce fameux sac à dos sur les épaules. Alors moi, en ce qui me concerne, il est beaucoup plus léger, mais il est toujours là. Et j'aborde le thème dans ma résilience à moi, le 2e livre que j'ai écrit. Aller mieux, parler de résilience, c'est-à-dire faire, comme dit Boris Cyrulnik, de ce malheur un merveilleux malheur. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher sur un chemin de pétales de rose. Hein. On va mieux, mais je raconte la difficulté du parcours. Et que encore aujourd'hui, y a des moments où on peut glisser, tomber dans un gouffre. Voilà, on a toujours des démons qui peuvent nous rattraper. Je dis nous parce que j'espère qu'il y en a qui nous écoutent et qui se reconnaîtront. J'espère dans ces propos, parce que maintenant, moi je vais mieux. Ça m'a apaisé. J'ai eu tellement peur de raconter tout ça. Mais ces 2 livres ont permis à tant de gens de parler, de venir me voir dans les salons du livre. J'ai pu, tout à coup je me suis aperçu, tiens, j'ai donné des clés qui ont permis d'ouvrir certaines portes. Donc voilà, mais nous sommes des puzzles. Voilà, on n'est pas tout à fait, on n'est pas complet, il y a encore un petit effort. Je comprends. Et c'est la raison pour laquelle je voulais commencer en fait cet entretien avec toi en te parlant de courage. Le courage qu'il t'a fallu, le courage, c'est effectivement ce que tu avais dit aussi lorsque tu avais commencé l'analyse. Et effectivement, c'est parce que c'est très très fort de vouloir entreprendre le fait de parler. D'abord parce qu'on parle d'êtres qui nous sont chers et que l'on ne veut pas forcément blesser, et qu'un enfant justement maltraité, et c'est toute la difficulté, cherche toujours à protéger ses parents et cherche à ne pas être la honte de la famille, parce que quelque part il y a une espèce de culpabilité, qu'est-ce que j'ai pu faire qui peut mériter ça, mais en même temps je ne veux pas culpabiliser. Oui. Parce que dans différentes interviews que j'ai pu faire pour ces 2 livres, quand je parlais de mon enfance et de ce père qui rentrait plus ou moins éméché certains soirs et qui dont les mains s'abattaient sur moi, souvent on m'a dit dans les interviews, mais pourquoi vous n'avez jamais rien dit, pourquoi vous vous êtes pas plaint, pourquoi, mais j'ai dit parce qu'un enfant, ça protège ses parents. Comment voulez-vous qu'un enfant aille dénoncer ses parents? C'est tout le problème. Donc c'est bien la complexité, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, j'ai l'impression que là, tous les 3, avec Morgane, nous sommes dans une espèce de tonneau des Danaïdes. Parce que moi j'évoque une période on est en 1970, et mon enfance, c'est les années 60. Et aujourd'hui, ici et maintenant, il n'y a que ça. C'est comme si ce qu'on arrivait à renverser d'un côté, ça se remplissait de l'autre. Et c'est pour ça que ces 2 livres sont intemporels et qu'il faut continuer. J'espère qu'un jour on s'arrêtera d'en parler. Mais tous les jours, on apprend des choses incroyables. Et moi, dans ces livres, j'aborde tout ce que tu dois rencontrer tous les jours. C'est-à-dire la maltraitance, la violence faite aux femmes,
le harcèlement à l'école. J'ai connu ça, moi, j'ai connu ça. Et que c'est difficile d'en parler. Parce que, alors moi, dans les années 60, il n'y a pas de psy, Françoise Dolto n'est pas encore arrivée. Donc, ces pauvres enfants ont du mal à s'exprimer. Et puis, quand ils s'expriment, on leur répond ce qui s'est passé avec ce fameux rectorat de Versailles, qui est quelque chose d'épouvantable, quoi. Parce que si un enfant n'est pas écouté, c'est toujours le problème, ça aussi. Oui, mais vous savez, les enfants, ils racontent, parfois ils extrapolent, etc. Mais si vous mettez en doute la parole des enfants, mais c'est terminé, quoi. Parce qu'il n'y a pas que les grands qui mettent fin à leur jour, parfois. On le voit tous les jours, et c'est assez triste. Alors moi, j'avais des chiffres, justement, sur les suicides des enfants. En fait, effectivement, il y a 23 791 passages aux urgences pour gestes suicidaires chez les mineurs. Et ça, c'était des chiffres de 2021. Et c'était à propos du mal-être des enfants. Donc, effectivement, en 60-70, il y avait déjà la violence. Bon, dès qu'il y a un petit peu, quelquefois, un couple un peu dysfonctionnel, ça peut arriver. Des enfants sont des fois victimes aussi de ce qui se passe lorsque la porte est fermée. Et c'est pour cette raison qu'il faut parler. Il faut pouvoir parler. Alors, avant toute chose, avant que des auditeurs aient envie peut-être de quitter l'audience, que je ne souhaite pas, car nous avons encore des choses intéressantes à vous communiquer, c'est déjà ce numéro qui te tient tant à cœur, Thierry, qui est extrêmement important, qui est le 119. Je rappelle que c'est une écoute qui est de 24 heures sur 24 et de 7 jours sur 7, et que c'est c'est une écoute confidentielle. On peut même demander à ce que le numéro soit effacé des relevés détaillés. C'est intraçable. Il y a un écoutant qui ensuite vous adresse à la bonne personne qui pourrait être en mesure de vous aider. Et si réellement il y a c'est un peu quand on appelle le police secours pour quelque chose où on a besoin qu'il y ait un stop. Ça peut être un stop dans une situation de difficulté au sein d'une famille. Donc ne pas hésiter à utiliser ces numéros qui sont mis à la disposition de tout citoyen, de toute personne qui a des difficultés. Et j'ai déjà cité lors de mon précédent interview le 30-20 pour l'anti-harcèlement et le 30-18 pour le cyberharcèlement. C'est-à-dire utiliser ces numéros. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne restez pas seul. Ne restez pas seul dans ce... En fait, lorsque vous subissez quelque chose, ne restez pas seul. Parlez-en à un voisin, à un enseignant. Je sais que pour un enfant, c'est extrêmement compliqué, mais à partir du moment où c'est su, il peut y avoir une période difficile, mais peut-être qu'elle peut être surmontée et ça peut peut-être réduire comment dire, j'allais dire, pas le désordre, mais la vie brisée d'une personne. Je dis souvent, si jamais vous avez un doute, c'est ce que je racontais dans une vidéo que j'ai faite pour Brut, pour le 119, et il faut rappeler, comme ça, ouvrir une parenthèse, ce mal-être des enfants, et ce chiffre qui date de 2021 a été terriblement amplifié avec le Covid, où la vie des parents, la vie des enfants a été bouleversée, parce que les violences intrafamiliales ont doublé à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qui pouvait éventuellement s'apaiser dans la journée parce que les enfants étaient à l'école, tout à coup, ça a refait surface. Et donc un jour, je me suis dit, tiens, je vais appeler Brut, m'avait demandé, la plateforme Brut m'avait demandé si je voulais faire une petite vidéo pour le 119. Et je l'ai fait bien volontiers. Et puis je le fais également pour l'UNICEF, puisque j'ai la chance et l'honneur d'être ambassadeur de l'UNICEF. Et j'avais dit aux enfants, voilà, si jamais tu es victime, on n'a pas le droit de te faire du mal, on n'a pas le droit de te taper. Donc n'hésite pas, appelle ce numéro, tu fais le 119, etc. Et puis toi, si tu vois qu'il y a un petit copain à l'école qui est pas bien, voilà, tu n'hésites pas, c'est pas dénoncer. C'est ça qu'il faut préciser, c'est alerter. C'est protéger. Protéger. Vous allez peut-être vous tromper si vous allez frapper à la porte. Mais au moins,
vous aurez peut-être évité un drame. Et c'était le but de mon appel. Et puis une fois que j'ai fait cette vidéo, pendant une semaine, je le raconte parce que j'étais assez content de ça. Pendant une semaine, j'ai appelé le 119. Et à chaque fois, je tombais sur une personne qui était très surprise, qui se demandait si c'était une blague et tout. J'ai dit, voilà, je suis Thierry Beccaro. Voilà, j'ai fait une vidéo pour l'UNICEF. Je voulais vous remercier de ce que vous faites et si vous pouvez partager ça avec toute votre équipe. Et voilà. Et c'est parti comme une... Quand j'ai fait la première vidéo avec Brut, où je raconte la maltraitance, une vidéo qui a été vue par près de 20 millions de personnes, ça a été quelque chose d'énorme. Le 119 a appelé dès que la vidéo est sortie. Le 119 a été submergé. Et donc il a appelé l'UNICEF en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est vous dire l'importance d'un témoignage. Voilà, donc là maintenant je le dis avec un petit sourire, le 119 fatigue tout le monde dans ces cas-là, parce que là on ne peut pas répondre à tout le monde, hein, mais il y avait énormément d'appels. Donc voilà, c'est... Alors, je ne vais pas pardonner, je ne vais pas excuser, mais dans les années 60, les travaux continuaient pendant l'entretien. Bon, ça va. Dans les années 60, moi, mes parents, ils sortaient de la guerre. Hein. Alors, on va faire défiler toutes les expressions. Voilà. T'en verras d'autres. Une bonne fessée, ça n'a jamais tué personne. Voilà. Et puis, quand on était un garçon, il fallait être un costaud, un homme. Un garçon, ça pleure pas, etc., etc. Il n'y a pas la psychologie qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui. Elle n'existe pas. Hein. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Parfois, ils ne font pas bien. Voilà, c'est ça le problème. Quelles que soient les années. C'est effectivement, ça part souvent d'une histoire familiale. Après avoir lu ton livre, je vais rappeler le nom de tes deux ouvrages. Et je sais comme ils sont importants. Je m'étais permis de te dire que ce sont vraiment des ouvrages essentiels. Car tu te racontes, mais tu racontes vraiment ce que vivent de l'intérieur un enfant blessé, un enfant meurtri, un enfant dont les parents ne se rendent pas compte que sa vulnérabilité, que lui essaie de protéger lorsqu'il y a d'autres enfants, là pour toi c'était ta petite sœur, et que donc il se tait, et que surtout il a toujours de l'espoir. Alors, on parle des choses, on va essayer de parler d'un petit peu des lumières qu'il y a eu malgré tout. Bon, après quelque chose quand même, bon, est-ce que tu me permets de parler de ton histoire familiale en même temps, c'est dans le livre. Bon, je crois que donc ton papa a été refoulé par la famille du côté de ta maman, qui étaient des gens, c'est une famille, ta maman était militaire, enfin c'est des gens extrêmement... Et ils n'avaient pas envie de voir ce petit immigré italien, cet immigré italien, pas si petit que ça, hein, parce que compte tenu qu'il te donnait, et que voilà. Mais voilà, et donc ils l'ont refusé, ils se sont retrouvés à la rue et ils ont cherché à te protéger en te remettant à ta grand-mère, qui a été une personnalité dans ta vie merveilleuse. Alors c'était dans les 3 premières années de ta vie. Dieu seul sait que, effectivement, dès les premiers moments de la vie d'un enfant, quoi que ce soit qu'il puisse vivre, le construisent ou peuvent le détruire. Là, ça a été quelque chose qui a pu, malgré tout, te construire, sauf que, effectivement, à ta 3e année, tes parents viennent te chercher parce qu'ils ont pu s'établir dans une maison et que donc d'un seul coup, pour toi, tu passes du rêve au cauchemar, tu ne comprends pas, en plus même ces personnes-là qui venaient te voir quelque part chez ta grand-mère, mais toi tu savais que lorsqu'ils partiraient, tu aurais encore des moments de bonheur avec ta grand-mère, et là par contre, tu n'as que pour toi que l'obscurité, que la solitude. Ce que tu racontes, parce que je disais dans le livre, dans le premier je pense, ma grand-mère habitait... à Mantes-la-Jolie, et c'était dans une maison avec un jardin. Et puis quand mes parents m'ont récupéré, je suis allé habiter dans ce qui étaient les premiers grands ensembles
C'est-à-dire que... Tu as une très belle phrase dans ton second livre. Les grands ensembles, mais dans lequel il y a tant de solitude. Et je dis également que je suis passé de ma vie horizontale, je suis passé d'une vie horizontale à une vie verticale. Ouais. Donc j'étais au 11e étage, et puis après, on se fait souvent des réflexions comme ça, genre lacanisme, des phrases, et tout à coup je me dis les grands ensemble. Les grands ensemble. Pardon, parce que c'était... Non, mais dis-le entièrement, dis la phrase complète que tu as écrite d'ailleurs aussi. C'était... Les grands ensembles, ce côté ensemble, mais en réalité, on est dans une grande solitude, et j'imagine qu'aujourd'hui, ça peut être effectivement... C'était terrible, parce que j'ai vraiment cette image de l'horizontal et puis du vertical, c'est-à-dire l'horizontal où tout est possible, où on peut courir partout. Oui. Au vertical qui est très limité, quoi, qui est très. Donc j'avais un petit coin à moi où j'écoutais mes disques pour enfants, le Chevalier à la table ronde. C'était mon havre de paix. Si je le dessinais, ça serait comme un carré, quoi. D'ailleurs, je le fais à l'antenne, les auditeurs vont pas le voir, mais je t'ai ramené quelque chose. Ça me faisait plaisir. Je t'ai ramené un livre qui a accompagné aussi. Ouais, j'étais abonné à Tintin. Alors toutes les semaines, j'attendais mon Tintin. C'était un enfant maltraité, un enfant négligé, un enfant oublié. Il va chercher à s'évader. Et le problème, quand je parlais du chemin de pétales de rose, et puis de toute la difficulté qu'il faut pour se reconstruire, c'est que il va chercher à s'évader, l'enfant, dans des livres, dans des revues, et puis quand on grandit, il y a d'autres moyens de s'évader. Alors moi j'ai eu cette chance de pas tomber dans la drogue, je suis pas, mais j'ai eu d'autres addictions. Donc voilà où ça mène tout ça. Ouais, voilà. Donc le petit carré, le petit coin où j'étais tranquille, où je pouvais m'évader en écoutant mes histoires, etc. Et puis après, quand vraiment ça va pas bien, on a le petit cachet qu'on se met sous la langue, et on devient une espèce d'addict aux médicaments et tout ça. C'est pour ça que c'est important tout ce qu'on se dit là, parce que vraiment. Quand tu es devenu un petit peu plus grand, j'ai envie de dire. Ouais. Si je dis ça parce que c'est pour te dire que le petit enfant il cherchait déjà à s'évader, quoi. Il avait pas d'exorcisme, il avait tout compris, quoi. Il faut que je m'évade. Oui. Bon, tu fonctionnais bien à l'école. Heureusement, c'est pas rajouté pour toi. J'avais pas le choix. Hein. Il fallait que ça se passe bien à l'école. Ce qui me valait d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de harcèlement scolaire. Parce que moi j'étais condamné. Alors je le raconte toujours avec beaucoup de puisque c'est important de parler des petits rayons de soleil. J'étais condamné, moi, à ramener des bonnes notes à l'école. Mais si j'avais des trop bonnes notes à l'école, les élèves, les cancres, les déconneurs venaient me voir en me disant « Caro, t'es un faillot, on va te casser la gueule ». Et je raconte que vous imaginez un peu la difficulté. Alors pourquoi, effectivement, je dis et je le répète, ce sont deux ouvrages essentiels. Ces confidences sur ta vie, tu n'avais pas besoin de parler de ça. Tu as une vie, un métier accompli, une vie accomplie, tu es grand-père. Ouais, Paloma. Ta vie, une petite Paloma, magnifique. Mais tu l'as fait, et effectivement, dans ton livre, à un moment donné, tu parles de ces deux choix qui pouvaient s'offrir à toi. C'est-à-dire le choix, soit de même ne plus rentrer à la maison pour ne pas recevoir ses coups et vivre dans la rue, et de se faire une bande, de choisir une autre famille et de devenir un délinquant notoire. Ouais. Alors, est-ce que c'est ta petite sœur? Est-ce que c'est la lumière que t'a amené ta grand-mère? Est-ce que c'est toi, parce que tu aimes la vie, parce que tu peut-être, j'adore lorsque tu parles de la magie de la vie, parce que maintenant notre rencontre, c'est peut-être même un peu de la magie de la vie. Ce que je veux dire par là, la magie de la vie a fait que l'on est là aujourd'hui, que l'on peut parler de ça. Tu es ambassadeur UNICEF,
après avoir fait un truc à Fort Boyard, tu voulais pas entendre parler de Fort Boyard. Ça aussi, c'est intéressant dans notre conversation. Mais oui, quand je raconte ça dans la première vidéo que je vous conseille de regarder, parce qu'elle est importante. Je suis devant une jeune fille qui place sa caméra pour l'UNICEF et pour Brut, et elle me dit racontez-moi ou racontez-nous ce que c'est que la maltraitance. Et je raconte vraiment le plus sincèrement possible, le plus à plat, sans vraiment. Il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de. C'est une. Voilà, je lui raconte. Donc elle est un petit peu. Puis elle incite à d'autres confidences. Et je lui dis, vous allez voir jusqu'où ça vous entraîne, les coups, les blessures, ça vous entraîne dans des impossibilités de vivre des relations, ça vous empêche d'aller dans des soirées, vous avez peur des gens, même si vous êtes connu, ça vous empêche de prendre l'avion. Et pendant 30 ans, il m'a fallu trouver un prétexte pour pas me faire Fort Boyard. Ouais. Parce que je n'osais pas dire que j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela, j'avais peur de cela. Et je remercie l'attaché de presse qui, quand Je suis né à 17 ans est sorti, m'a dit allez Thierry, allez viens, écoute. Et là, le livre étant sorti, je lui ai dit écoute Alexandre, et là il m'a fait ce cadeau merveilleux. Il m'a dit écoute, j'appelle le producteur, on t'envoie toutes les épreuves. Et tu choisis. Je dis ouais, non mais vous ne faites pas promis. J'ai fait Fort Boyard. Et ce qui est génial, c'est que parmi toutes les épreuves, je suis assez fier. Je ne le savais pas, mais les copains, ils ont choisi ça. Il y en a un qui est sauté dans le vide, ça je voulais pas. Il y en a un qui a affronté les serpents, ça c'était pas mon truc. Et puis il restait la maison de poupée. Et pour ceux qui connaissent Fort Boyard, la maison de poupée, vous entrez, c'est plein de poussière et tout ça, vous entrez à quatre pattes, vous sortez la tête, voilà. Et vous avez la tête au niveau des migales. Des araignées, tout ça. Et puis sous l'abdomen des migales, il y a un petit code. Voilà. Ouais. Et bien moi je l'ai fait. J'ai réussi l'épreuve. Et bien il y a plein de gens à qui je raconte ça, qui me disent oh là, moi jamais, oh mais non, mais plutôt mourir, etc. Et je me suis dit, mais elle est pas mal. Tu vois que quand même, tu es capable de faire des choses. Et rappelle pour quelle association? Alors ça c'était pour non, c'était pour l'association de Chloé Nabangou, mon Dieu, le nom m'échappe, mais il y a le mot soleil dedans, c'est ça qui est drôle, il y a le mot soleil. Voilà, okay. On est revenu de là, on était fourbus, mais mon Dieu, quelle journée. Voilà, donc j'ai fait Fort Boyard. Bah oui, hein. Mais écoute, je reviens sur le livre et où à un moment donné, pour moi c'était très important effectivement lorsque tu parlais des deux choix, des deux directions que l'on peut prendre. Et voilà, je pense que là, il y a peut-être eu encore un ange gardien qui t'a, ou une force, parce que comme tu dis si bien, ces enfants-là, ils ont une force. Parce que pour pouvoir justement survivre à toutes ces épreuves, ils se construisent une force, mais ça les détruit. C'est paradoxal tout ça. Parce que dans la rue, les gens qui m'ont lu, qui ont vu ce que je raconte, souvent on me dit bravo pour votre courage. Et puis un jour j'ai dit mais vous savez, en fait c'est pas moi qui étais courageux. C'est le petit Thierry. C'est important, je pense. C'est très intéressant ce que tu me dis là. Parce qu'en fait, le petit Thierry, c'est toi. Le petit Thierry, il est là. Il est toujours là. L'enfant que l'on est toujours en chacun de nous. Et de plus en plus, on tend vers des thérapies où on doit parler à l'enfant qui est en nous et on doit chercher à le consoler. On doit rechercher génial. Quelles sont les périodes de souffrance qu'on a eues. Alors souvent, on me dira, en psychologue, on dira qu'il est préférable d'être accompagné pour ce genre de choses, mais
on console l'enfant qui est en nous. Au moment où on a eu le temps besoin que l'on nous tende la main et qu'il n'y avait personne. À la limite, parler à soi-même qui est nous, cet enfant, c'est nous, et dire oui, je te prends dans mes bras, je te console. Voilà aujourd'hui ce que tu es devenu. Voilà. Et mentalement, même se consoler, se prendre la main, ce geste que l'on aurait eu besoin de ce geste-là à ce moment-là, et bien quelque part essayer de le trouver en nous, ou quelqu'un puisse nous aider à le trouver, et que nous on arrive à se parler soi-même, parce que cet enfant, il est là, il ne nous quitte pas, et il faut essayer de le retrouver, cet adolescent. Il est là, souvent on l'oublie parce que c'est quand même l'adolescence, c'est une petite bataille hormonale, là, ça bat fort, etc. Mais on se construit à ce moment-là. Et c'est pour cette raison que la délinquance, souvent, elle arrive à ce moment-là, parce que si on n'explique pas à ces enfants ce qui se passe en eux, s'il n'y a personne près d'eux pour leur expliquer qu'est-ce que l'adolescence, ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ou justement, lorsqu'il y a des conflits avec les parents, on a eu l'occasion d'en parler lors d'une émission, de dire qu'en fait, en réalité, c'est une façon d'exister, de dire attends, mais moi je suis capable de... Mais lorsqu'on est dans une famille où les personnes déjà sont maltraitantes, cette période-là, ça peut être absolument terrible pour le jeune en construction. Ah oui. Ça l'a été pour mon cas personnel. Mais le paradoxe, puisqu'on arrive, encore un paradoxe, au choix que j'ai dû faire dans la vie, le choix il s'est imposé d'une façon très très curieuse. C'est que ce père dont je parle dans le livre et dont souvent j'ai dit qu'il était aussi un père formidable, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Ce père qui va me faire vivre une scène qu'on appellera la scène traumatique, quand j'ai eu 17 ans, qui a brandi un fusil sur ma mère, etc. Donc, ce même père, un mois après, va me faire rentrer à la maison de la radio, parce que on est dans les années 70, 77 exactement. Et c'est l'époque où on est encore dans l'idée que le jeune, il doit travailler pour voir ce que c'est, etc. Et donc je suis furieux. Je dis, mais comment il peut se permettre de me faire vivre le pire? Et puis il va me faire vivre ce qui va devenir le meilleur. C'est-à-dire que quand je vais rentrer à la maison de la radio, je suis tout minot, j'ai 17, 18 ans, je note des références de disques. C'est un univers qui me plaît, je vais y retourner régulièrement chaque été, et puis je vais faire la carrière que tu connais. Et donc, c'est à partir de là que je vais comprendre qu'il y a un choix à faire entre faire transformer sa douleur en quelque chose de positif, ou alors de devenir un revanchard, devenir méchant, parce que j'ai moi-même souffert, donc je vais faire souffrir les autres. Il y a ces deux cas dans la vie. Et moi, je vais avoir le bonheur de travailler avec Macha Béranger. Elle faisait une émission la nuit pour les sans-sommeil, et donc j'étais au Standard. C'est ça qui est intéressant, comment la vie vous amène sur un chemin comme ça. Et moi, au Standard, je vais entendre des gens malheureux, des gens seuls, des gens en pleine détresse, des gens malades. Ils passeront pas à l'antenne, parce que Macha, elle peut pas prendre tout le monde, et puis elle peut pas prendre tous les cas les plus tristes, ou les désespérés. Il faut. C'était pas facile pour moi, parce que souvent Donc moi, ces gens-là, je les récupérais. Tous les soirs à minuit, ça sonnait, je décrochais Et tout à coup, je me suis dit, mais bien sûr que ce que tu as vécu, c'est difficile, et que c'est encore difficile, et que tu es en train de te construire et tout ça, mais il y a tellement pire que ce que tu as vécu. Il y a tellement de tristesse, de larmes au téléphone, de solitude. Il y a quelque chose à faire, quoi. C'est par là qu'il faut aller. Il ne faut pas aller dans la rancœur, dans l'amertume, dans cette idée de revanche sur la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Il faut faire l'inverse. Et je m'appliquerai petit à petit à donner du sourire aux gens,
ce fameux sourire qui va surprendre tout le monde quand les gens vont entendre la vidéo et quand ils vont découvrir ce que j'ai vécu. Oui et non. Parce que quand on a envie de donner autant de bonheur aux autres, c'est justement, effectivement, faire aussi réparation. Le bonheur que tu n'as pas eu, que tu aurais souhaité, eh ben, tu l'offres aux autres. Toi, tu donnes. Toi, tu donnes. Ça me fait plaisir parce que je n'avais pas envisagé ce que je viens de te raconter sous cet angle-là. Ouais. Que, effectivement, je peux me réparer aussi avec le sourire et la bienveillance et l'empathie. Et tu parles dans ton bouquin du pardon. Moi je sais que j'ai souligné ce passage. Je vais le lire. J'espère que ce ne sera pas trop brouillon dans notre entretien, parce que tu dis pardonner, c'est se libérer de la rancœur. Génial. Et je dis mais oui, j'avais oublié ça. Voilà pourquoi il était comme ça. Et que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il n'y a pas d'un côté papa méchant et puis maman innocente. Il y a la jalousie, il y a la difficulté d'être un petit Italien, un rital qui a vécu la guerre. On en parle, hein, Cavana en parlait dans les Rital, Macaroni, tout ce qu'il a dû souffrir. Il y a la volonté de réussir dans la vie, de s'en sortir, et puis il y avait aussi malheureusement cette idée de faut que tu sois un costaud et tout ça, mais moi les coups qu'il m'a donnés, ça m'a pas tanné le cuir, moi. Ça m'a pas tanné le cuir. J'étais pas fait de ce bois-là, quoi. Quand on est enfant, il est extrêmement difficile avec la vulnérabilité de l'enfance. Mais tu vois, mais dans les années... On peut avoir dans les délinquants des jeunes qui ont envie de jouer au gros dur parce que justement il y a une telle atteinte à leur dignité, il y a une telle atteinte à leur dignité quelque part, c'est qu'il faut un endroit où ils se disent moi j'existe là, à cet endroit-là et de cette manière-là. Mais lorsque tu as abordé le thème des parents, c'est effectivement, je voulais parler des parents dans le sens où quand on arrête cette maltraitance, quelque part aussi, on a de l'aide à la parentalité, et ces parents-là, ça peut aussi les aider, parce qu'eux aussi, ils ont une existence. Quand tu parles des addictions de ton père, c'est évident que lorsqu'on a une addiction, c'est qu'on essaye de remplacer ou de remplir quelque chose, voilà, ça aurait pu l'aider. Mais replace ça aussi dans les années, hein. Là, le psy, dans les années 60-70... dans certaines cultures. Moi, je suis allé, Corinne Morgane, qui nous écoute attentivement. Moi, après la scène traumatique dont j'ai parlé tout à l'heure, moi, le petit Thierry, à 17 ans, je suis allé voir un alcoologue. Je me souviens, pour ton papa, pour l'aider. J'arrive dans le cabinet de ce monsieur qui était charmant, je lui raconte tout ça. Il m'écoute vraiment très gentiment et il me dit Monsieur Beccaro, c'est formidable. Moi, je pensais qu'il m'aurait donné un ou deux médicaments pour lui, quoi. Mais c'est votre papa qui doit venir. Voilà. Mais quelquefois, donc, d'appeler le 119 et de dire je souffre de maltraitance, etc., ça peut aider les parents parce qu'ils peuvent rentrer dans quelque chose qui peut être un soutien, parce qu'on arrête une situation. Mais alors après, effectivement, c'est pour ça que les écoutants sont tous des grands professionnels. Ah oui, ça, ils savent comment gérer la situation, et pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. On est là pour effectivement aider, soutenir et réparer, et non pas que la situation s'aggrave de plus encore, parce qu'on ne sait pas, justement, pour des êtres qui sont un petit peu très en souffrance et qui sont violents. Donc on est bien d'accord, on parle ici de violence, donc il est important et que les blessures sont de plus en plus profondes, donc pour les réparer il faut aller de plus en plus loin comment dire, pour réparer ça devient de plus en plus difficile. Plus on attend et plus c'est compliqué, mais c'est compliqué aussi pour les parents qui eux aussi en fait
se retrouvent plus... Lorsque les enfants, par exemple, commettent des actes de délinquance, même suite à des coups reçus par les parents, etc., bon, c'est toute une famille qui souffre. Oui, et puis tout un environnement. C'est des gamins qui ne connaissent que ce chemin-là. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. C'est des claques, c'est des coups, donc on va aborder la fameuse répétition dont je n'ai absolument pas voulu avec mes enfants. Et dont je parle régulièrement quand je signe des livres et que je parle avec les gens, je le dis, la répétition, ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas une fatalité. Si vous faites le travail courageusement, et oui, sérieusement, si vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, il n'y a aucune raison que vous répétiez. Moi, j'ai eu peur, hein, quand j'étais papa, mais j'ai eu la trouille de ma vie. Je me suis dit, mon Dieu, et je m'étais dit, pourvu que il faudrait que ce soit une fille. Ouais, je voudrais que ce soit une fille. Parce que si c'est un garçon, j'ai peur de le faire comme mon père. Bah ça, oui, c'était une petite Pauline. Donc voilà, qui est celle qui a fait que je suis grand-père aujourd'hui. Mais c'est important. La répétition, c'est pas obligatoire. Si on fait un travail, si on comprend que la vie, quand on prend des coups, c'est pas que prendre des coups, qu'il y a une autre voie. C'est difficile, le bonheur. C'est difficile quand on a vécu ce que j'ai vécu. On a du mal à se frayer un chemin, j'en parle, hein, à dire je t'aime, à rester fidèle, à se dire que ça va durer. Non, moi je toujours dit, c'est des... pendant des années, j'ai vécu au jour le jour. Quand à l'école, on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et tout, mais moi, je pensais que ce que je voulais faire, c'était rentrer à la maison en espérant que tout se passe bien le soir. Oui. C'était ça. Et puis surveiller mon père et ma mère, savoir comment hyper-vigilance qui t'accompagne en permanence. Voilà, donc j'ai pas eu de vie pendant longtemps, quoi. Ouais. Écoute, malheureusement, on arrive bientôt à la conclusion. Moi, j'ai déjà passé un super moment avec toi. D'abord, avoir le temps de te remercier 100 fois, 1000 fois pour avoir accepté gentiment, humblement je le fais avec, de venir. Quand je lis ton livre, j'en ai tout à fait... j'ai ce que tu écris, tu fais et tu dis ce que tu écris. Et puis j'essaie surtout de continuer tout ça dans ma vie de tous les jours. J'essaye de rester fidèle, honnête, cohérent avec ce que je raconte. Pas facile tous les jours. C'est un métier passion. Tu le fais pour notre plus grand bonheur à tous. On est tous tellement, à chaque fois on a un sourire comme ça lorsque on voit tes émissions, lorsqu'on t'écoute, lorsqu'on te voit, lorsqu'on te rencontre et l'on peut échanger avec toi. Pour conclure, c'est assez personnel, hein. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à ton père, toi Thierry, l'enfant que tu es? Je sais qu'il y a eu pas mal de choses que tu as dû vouloir dire à lui dire, mais il ne t'écoutait pas, hein, on est bien d'accord, ou c'était plus à la limite, c'était encore plus compliqué pour toi après, hein. Qu'est-ce que tu aimerais dire à papa, Moi, j'aurais pas voulu dire à mon père. J'aurais voulu que mon père me dise. Oui. Et ça, on en reparlera bientôt. Mais j'aurais aimé que mon père me demande pardon. Oui. Une fois, juste une fois. Et puis on aurait continué, on aurait marché un peu, quoi, tous les deux. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Ouvrir sa souffrance encore, mais effectivement, mais ça j'ai terminé avec une phrase que j'ai découverte d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Douglass, qui était un ancien esclave qui a fait aux États-Unis et puis qui s'est libéré de ses chaînes et qui est devenu un homme politique et qui a dit cette phrase qui sera la conclusion. Encore 2 questions dans le même ordre, rapidement. Oui, vas-y, je t'écoute. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des âmes brisées.
Alors, moi, j'ai encore une autre question. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ta maman? Mais c'est pareil, tu vas me dire, j'aurais aimé qu'elle me dise. Alors, maman, elle est toujours là. C'était pas facile. J'ai même un petit peu... Thierry Beccaro. J'ai un peu travaillé avec elle pour avoir quelques... Donc, il y avait pas mal de déni, il y a eu pas mal de... Voilà, j'ai déjà dit des choses. Voilà. Je lui demanderais, j'aimerais bien qu'elle reconnaisse tout ça, vraiment. Mais je sais qu'au fond d'elle, elle est désolée, et elle fait partie de ces femmes qui, dans les années 60-70, ou peut-être encore aujourd'hui, sont victimes de violences et elles ne partent pas. Elles ne partent pas parce qu'il y a les enfants. Certainement. Notre première émission sera consacrée avec une association qui traite des violences conjugales et qui aide les femmes qui sont extrêmement fragilisées par des emprises, des choses comme ça, à pouvoir partir. Et donc tu me donnes aussi l'occasion... Parce que n'oublions pas que quand on parle de féminicide, c'est ça qui me tracasse toujours et qui me contrarie. On oublie toujours que quand il y a violence faite à une femme, il y a les enfants qui sont à côté. Absolument, absolument. Il faut arrêter de dissocier. Ah ouais. C'est une maltraitance également qui est faite aux enfants. Et il y a aussi des chiffres là-dessus, il y a des relevés de ces chiffres-là, et ça me permet de dire à nos auditeurs d'aller aussi sur le site de la Fondation de l'Enfance. Ils font des choses fantastiques, vous y trouverez des adresses, des tuyaux qui peut-être pourront vous aider. Qu'est-ce que le petit-fils de Anna aimerait lui dire? Ah bah je lui dirais, ma mère Anna, mon Dieu, mais t'es partie trop tôt, quoi, parce que si t'étais restée, je serais venu et j'aurais couru dans tes bras et je crois que tu serais intervenu. Je pense que tu m'aurais aidé. Mais Anna a connu ton bonheur, a connu ton bonheur, a connu ton bonheur, a connu ton succès. Non, elle est partie en 1968. En 1968. Ouais, j'avais 11 ans. Ça a été. D'accord. Mais une autre question. C'était moi, je pense assez régulièrement à elle. Voilà, ça fait partie de mes anges gardiens qui me protègent. Et je voudrais finir par une phrase, mais j'en ai peut-être déjà parlé, ou tu la connais peut-être par cœur. C'est la phrase où tu dis qu'il faut laisser passer la lumière. Il faut toujours. Faut toujours garder un petit peu de force pour laisser passer la lumière, parce que elle peut arriver, il faut savoir l'attendre. Là, du coup, je m'adresse à... Mais je ne sais pas si ce sont des jeunes en difficulté qui vont écouter notre émission, pour leur dire, sachez accepter les aides des éducateurs, sachez les écouter, sachez écouter... des choses qui peuvent vous aider. Soyez des éponges, voilà. Et puis quand on pressera, il y a des choses qui sortiront, il y en a d'autres qui resteront. Ça va vous aider. Alors dernière phrase, parce que après il y a Morgane qui va. On est d'accord, toi et moi, qu'on n'oublie pas le 119. Surtout pas. Et que les parents comprennent que le 119 ou que les numéros qui sont mis à leur disposition, c'est aussi pour les aider à eux. S'ils sentent qu'ils sont dans une sorte de cercle infernal dont ils ne peuvent pas sortir, qu'ils sachent qu'il y a toujours quelque chose qui peut les aider, qu'il y a de la lumière, qu'il faut qu'ils aillent la chercher, que pour ça, il ne faut pas qu'ils aient honte de qu'il peut se passer, se dire simplement, j'ai envie que ça s'arrête, et quelqu'un peut m'aider, et il n'y aura pas de jugement sur moi, il y aura une situation qui peut s'arrêter. Et moi, je remercie, je le dis, je remercie tous ces gens qui m'ont pris pour un soleil quand je me considérais comme un nuage. Voilà. Ben merci. Merci Corinne, merci Morgane. C'était un grand plaisir. Merci à vous deux. Merci Corinne de nous avoir ramené Thierry Beccaro sur Radio Ici et Maintenant. Les auditeurs ont sûrement apprécié cet échange. On était limité dans le temps, puisque j'avais de mon côté aussi pas mal de questions que j'avais envie de vous poser. Mais j'espère que... Pourquoi tu nous interrompais pas? Je pense qu'on t'a fait des... Je voyais que vous étiez vraiment bien ensemble dans votre échange. J'avais pas envie de vous interrompre, mais je pense qu'il y aura sûrement une prochaine fois, comme ça on pourra tous. Je rebondis encore sur la proposition de Thierry, à moins que mais sinon, ça peut être très intéressant
de refaire cette émission avec les appels des auditeurs. Absolument. Vous voyez, auditeurs et auditrices, tout se fait dans le Ici et Maintenant. On programme même la prochaine émission en direct avec vous. Et oui, c'est vrai qu'une heure, ça passe extrêmement vite. Donc j'espère bien que vous serez de retour sur Radio Ici et Maintenant pour qu'on puisse en même temps accueillir les auditeurs avec leurs questions. Et en même temps, je pourrai sûrement échanger également avec vous et poser quelques questions. Merci encore. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. C'est donc la fin de cette émission. On vous laisse à présent avec la suite des programmes. Et Corinne, tu nous avais dit de diffuser une petite vidéo. Est-ce que tu veux peut-être faire l'introduction de cette fameuse vidéo et audio que nous allons écouter dans quelques instants? Oui, en fait, c'est 13 minutes du numéro 119. C'est la présentation de la plateforme. Et voilà, il suffit de l'écouter, de la voir et de prendre des notes. Très bien. Eh bien, on va écouter cela et on se retrouve donc très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. À très bientôt. Au revoir.